Ses lèvres avaient le goût de vin rouge et de secrets que je n'aurais pas dû avoir envie de découvrir. L'air froid de décembre frappait les fenêtres de l'appartement de Romy à Kreuzberg, mais à l'intérieur, tout n'était que chaleur, mains qui exploraient avec urgence, respiration haletante qui remplissait le silence. J'avais passé toute ma vie à peser chaque mot, chaque geste, chaque décision. Mais à cet instant, avec sa bouche qui parcourait mon cou et ses doigts emmêlés dans mes cheveux, toutes ces règles s'évanouissaient comme de la fumée. Tu es sûre de toi murmura-t-elle contre ma peau, et la vulnérabilité dans sa voix me surprit. Romy, si farouche et provocatrice, attendait ma réponse comme si sa vie en dépendait. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit, répondis-je. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des années, quelque chose me semblait absolument juste. Mais pour comprendre comment j'en étais arrivée là, il faut que je remonte 3 mois en arrière, à la nuit où tout a commencé, à ce ridicule bar à vin de Charlottenburg où ma vie parfaitement ordonnée a commencé à s'effondrer. Si cette histoire vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. J'aimerais aussi beaucoup savoir de quelle ville vous écoutez ça, laissez-le en commentaire. Et quand vous aurez fini d'écouter toute l'histoire, notez-la de 0 à 10 et dites-nous ce qui vous a le plus plu. Allez, on continue. Le problème avec Berlin, c'est que ce n'est jamais ce à quoi on s'attend. Je suis arrivée il y a 2 ans en pensant que ce serait une ville grise et ordonnée, pleine de diplomates ennuyeux et de réunions interminables. Et en partie ça l'était, du moins ma vie l'était. Ambassade des États-Unis, bureau impeccable, agenda parfaitement organisé. À 28 ans, j'étais déjà diplomate junior, ce qui sonnait impressionnant jusqu'à ce qu'on se rende compte que ça voulait dire faire le sale boulot des autres tout en souriant et en hochant la tête. Ce soir-là de septembre, alors que je rajustais mon blazer bleu marine devant le miroir de mon appartement à Mitte, je me suis demandé pourquoi j'avais accepté ce rendez-vous arrangé. Sophia, ma collègue de l'ambassade, avait tant insisté que j'avais fini par céder. « Tu as besoin de sortir plus, Nora. Tu ne peux pas passer ta vie à traduire des documents et à écrire ces haïkus bizarres dans ton carnet. Personne n'était censé savoir pour ma poésie, ou du moins, je le croyais. Apparemment, Sophia était plus observatrice que je ne le pensais. Le Weinbar Rutz était exactement le genre d'endroit que j'imaginais, élégant d'une manière prétentieuse, avec des serveurs qui vous regardaient de sodan d'adedo si vous ne prononciez pas correctement les noms français du menu. Mon rendez-vous, Maximilien von Schönberg, arriva 5 minutes en retard avec un pull en cachemire qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Il était beau de cette manière générique propre aux hommes qui n'ont jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Cheveux blonds parfaitement plaqués en arrière et sourire qui disait clairement qu'il était habitué à obtenir ce qu'il voulait. « Éléonora, c'est bien ça ?» dit-il sans attendre ma réponse avant de s'asseoir. « Sophia m'a beaucoup parlé de toi. Diplomate, hein, fascinant ?» La façon dont il prononça « fascinant » laissait entendre qu'il pensait exactement le contraire. Pendant les 45 minutes qui suivirent, Maximilien parla sans arrêt de lui-même. Son travail dans la société d'investissement de son père, sa collection de montres vintage, son opinion sur la crise migratoire européenne qui me faisait grincer des dents d'inconfort. À chaque fois que j'essayais d'intervenir, il m'interrompait d'un « oui, oui, mais laisse-moi finir ce point ». J'envisageais sérieusement de prétendre une urgence diplomatique quand ça arriva. La porte du bar s'ouvrit avec un claquement théâtral et une femme fit irruption comme un ouragan de cuir noir et d'énergie chaotique. Cheveux rasés sur les côtés, teint d'un rouge fané qui brillait sous les lumières tamisées, yeux sombres qui balayèrent de la salle jusqu'à me trouver. Elle portait une veste en cuir par-dessus ce qui ressemblait à une robe de cocktail des années 50 achetée dans une brocante et des bottes militaires qui résonnaient sur le parquet alors qu'elle se dirigeait droit vers notre table. « Sérieusement, Nora ?» lança-t-elle dans un allemand parfait, assez fort pour que tout le bar se retourne. « 3 semaines et tu es déjà là avec un autre ?» Ma bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Qui diable était cette femme ? « Pardon ?» Maximilien se redressa sur sa chaise, le visage mêlant confusion et irritation. « Qui êtes-vous ? Qui je suis ?» L'inconnu éclata d'un rire grave et chargé de sarcasme. « Je suis sa copine, crétin. Ou je l'étais jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle avait besoin d'espace pour se retrouver. » Elle fit des guillemets avec les doigts, ses yeux ne quittant jamais les miens, et il y avait dans son regard une étincelle amusée, un défi silencieux. Elle jouait la comédie, et pour une raison inexplicable, elle attendait que je suive le jeu. Et je l'ai fait. Sans réfléchir, sans calculer les conséquences comme je le faisais pour tout dans ma vie, je l'ai simplement fait. « Romy, dis-je, la voix
plus assurée que je ne l'étais vraiment. Ce n'est pas le moment. Pas le moment? Elle se pencha sur la table, mains à plat sur la nappe blanche, son visage à quelques centimètres de celui de Maximilien. Tu portes le collier que je t'ai offert, Nora. Celui que j'ai acheté au marché aux puces de Kreuzberg après notre première nuit ensemble. Et maintenant tu es là, le jour de notre anniversaire, avec ce... Elle toisa Maximilien de haut en bas avec un mépris évident. Oligarque en formation? Ma main vola instinctivement vers le petit pendentif en argent que je portais toujours, un cadeau de ma grand-mère. Mais Maximilien ne le savait pas. Personne ne le savait. Écoutez, Maximilien se leva visiblement mal à l'aise. Il y a manifestement quelque chose que je ne comprends pas. Éléonora, je crois qu'on devrait remettre ça à une autre fois. Il sortait déjà son portefeuille, jetant plusieurs billets sur la table sans attendre l'addition. Max, attends, je peux expliquer. Commençai-je, mais Romy me coupa. Laisse-le partir, s'il te plaît. De toute façon, ce n'est clairement pas ton genre. Elle s'effondra sur la chaise que Maximilien venait de libérer, prit son verre de vin à moitié plein et en but une longue gorgée. Trop prétentieux, trop ennuyeux. Je parie ma prochaine exposition qu'il a passé tout le dîner à parler de lui. Je regardais Maximilien quitter le bar d'un pas pressé, probablement soulagé d'échapper à la scène. Les murmures curieux emplissaient l'espace autour de nous. Lentement, je tournai mon attention vers l'étrangère qui venait de ruiner mon rendez-vous désastreux. « Qui diable es-tu » demandai-je, essayant de paraître agacée, mais sans parvenir à cacher complètement ma curiosité. « Romy Kessler » répondit-elle avec un sourire en coin, en me tendant la main. Artiste performative, sauveuse d'âmes ennuyées en mauvais rencard, et maintenant, apparemment, ton ex-copine fictive. Sa poignée de main était ferme, ses doigts lui tachaient de ce qui semblait être de la peinture séchée. Comment... Je t'ai observé pendant 15 minutes depuis le bar, m'interrompit-elle en s'adossant à sa chaise comme si elle était chez elle. À chaque fois qu'il parlait, tes épaules se crispaient un peu plus, et la façon dont tu regardais la porte, en calculant à quel point ce serait grossier de simplement te lever et partir. Ses yeux rencontrèrent les miens, et pour la première fois, je remarquai qu'ils étaient presque noirs, profonds et insondables. Je reconnais quelqu'un qui se sent piégé. Je l'ai vu assez souvent dans le miroir. J'aurais dû me lever, payer ma part et partir. J'aurais dû marmonner quelque chose de poli sur un malentendu et un rendez-vous gâché. Mais il y avait quelque chose dans la manière dont Romy me regardait, comme si elle voyait au-delà du blazer impeccablement repassé et du chignon parfait, droit jusqu'à cette partie de moi qui écrivait des haïkus à 3 heures du matin sur des choses que je n'osais jamais dire à voix haute. « Tu n'étais pas obligée de faire ça ?» finis-je par dire. « Je sais. » Elle haussa les épaules. « Mais tu avais l'air d'avoir besoin d'un sauvetage, et il se trouve que je suis très douée pour faire des scènes. » Elle marqua une pause, m'étudiant avec une intensité qui me mettait à nu. « Et puis, il y avait quelque chose chez toi, une étincelle sous toute cette composure diplomatique. Ça m'a rendue curieuse. » « Curieuse ? De savoir qui tu es vraiment quand tu n'es pas la parfaite diplomate américaine. » Elle se pencha en avant, coude sur la table. « Je parie qu'il y a toute une personne là-dedans qui meurt d'envie de respirer. » Sa franchise me désarma complètement. Dans mon monde, tout n'était que sous-texte, diplomatie, jamais dire directement ce qu'on pensait. Et voilà cette femme, cette parfaite inconnue, qui me lisait comme un livre ouvert. « Tu ne me connais pas, dis-je, mais ça sonnait faible même à mes propres oreilles. Pas encore. » Son sourire s'élargit. « Mais je pourrais, si tu me laisses côtoyer t'offrir un vrai verre dans un endroit qui ne pue pas l'argent vieux et la prétention. » Elle se leva, me tendit la main. « Qu'en dis-tu, Nora, prête pour une vraie aventure berlinoise ?» Tous mes instincts entraînés hurlaient de dire non. Je ne connaissais pas cette femme. C'était imprudent, impulsif, exactement le genre de complication dont je n'avais pas besoin dans ma vie soigneusement structurée. Mais en regardant sa main tendue, tachée de peinture et offrant quelque chose que je ne pouvais nommer, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La possibilité, la liberté, le vertige délicieux de ne pas savoir ce qui allait suivre. Je pris sa main. « Un verre ?» dis-je en me levant. « Mais dans un endroit normal, pas dans un squat clandestin où je finirais en garde à vue. » Romy éclata de rire, un son sincère qui me fit sourire malgré moi. « Je ne promets rien pour la garde à vue, mais je promets que ce sera infiniment plus intéressant que le sermon de cet abruti sur les montres vintage. » Nous sortîmes du Weinbar Rutz sous les regards curieux des autres clients.
L'air de septembre était frais, avec cette première pointe d'automne qui rendait Berlin à la fois mélancolique et magnifique. Romy me guida dans les rues avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait la ville comme sa poche. « On va où ?» demandai-je en marchant, consciente de l'étrangeté de la situation. « Suivre une inconnue dans les rues de Berlin. »« Kreuzberg » répondit-elle sans se retourner. « Mon territoire. Il y a un bar en sous-sol qui fait les meilleurs gin tonic de la ville, et le patron me doit un service. » Nous prîmes le U-Bahn, et pendant le trajet, je l'observais du coin de l'œil. Elle regardait par la fenêtre, son profil éclairé par les lumières intermittentes des tunnels. Il y avait quelque chose de magnétique chez elle, une énergie qui rendait impossible de détourner le regard. « Quoi ?» demanda-t-elle soudain, me surprenant, en train de la fixer. « Rien, mentis-je. Je me demande juste quel genre d'artiste performative fait irruption dans des bars chics pour sauver des inconnus. Le genre qui pense que la vie est trop courte pour des dîners ennuyeux et des conversations vides. » Elle se tourna complètement vers moi. « Tu sais quel est ton problème, Nora ? Vas-y, éclaire-moi. Tu as peur de désirer vraiment quelque chose, de te laisser aller au désordre, d'être autre chose que parfaite. » Sa voix était douce mais ferme, sans jugement, juste une observation. « Je parie que tu parles 6 langues, mais que tu ne dis jamais ce que tu penses vraiment dans aucune d'elles. » Je restai sans voix. Comment pouvait-elle ? « 7 en fait, murmurai-je. Anglais, espagnol, français, allemand, mandarin, arabe et un peu de russe. » Romy siffla doucement. « Impressionnant. Mais je parie que tu ne dis toujours pas ce qui compte vraiment. » Je n'avais pas de réponse, parce qu'elle avait raison, totalement, dévastement raison. Le bar fut exactement ce à quoi je m'attendais. Lumière tamisée, briques apparentes et ce genre d'ambiance qui laisse entendre qu'il s'y passe des choses intéressantes. Romy m'emmena à une table dans un coin et quelques minutes plus tard, un type couvert de tatouages apparut avec 2 gin tonic parfaits. « Voici Nora », annonça Romy. « Je viens de la sauver du pire rencard de sa vie. »« Un mardi classique pour toi », plaisanta l'homme en me faisant un clin d'œil avant de disparaître derrière le comptoir. Alors, Romy leva son verre, aux sauvetages théâtraux et aux nuits imprévisibles. Je cognai mon verre contre le sien, le son clair résonnant entre nous. À l'imprévisible, le gin tonic était parfait, équilibré et rafraîchissant. Romy avait raison, cet endroit était infiniment meilleur que le bar à vin prétentieux. « Raconte-moi quelque chose de vrai, » dit-elle soudain, ses yeux rivés sur moi avec cette intensité déconcertante. « Pas ton travail, pas d'où tu viens, quelque chose qui compte vraiment pour toi. » Personne ne m'avait jamais posé cette question. Je pris une gorgée pour me donner du courage. J'écris de la poésie, avouai-je à voix basse. Des haïkus surtout. Dans mon carnet, à minuit, quand je n'arrive pas à dormir et que tout est silencieux. Le sourire de Romy s'adoucit, devenant sincère. « Je pourrais en lire un jour ?»« Peut-être, » répondis-je, sentant une chaleur qui n'avait rien à voir avec l'alcool, monter dans mon cou. « Si je gagne ta confiance. »« Oh, Nora !» Elle se pencha, son visage à quelques centimètres du mien. « Quelque chose me dit que ça ne sera pas un problème. » Et à cet instant, dans ce bar sombre de Kreuzberg, avec une inconnue qui avait fait irruption dans ma vie moins d'1 heure plus tôt, je sentis que quelque chose changeait, comme si une porte que j'avais gardée fermée pendant des années venait enfin de s'entr'ouvrir, laissant entrer une lumière dont j'ignorais avoir besoin. Ce n'était que la première nuit, mais je savais déjà, d'une manière ou d'une autre, que Romy Kessler allait changer ma vie pour toujours. Les semaines suivantes furent un brouillard de messages, à minuit, de rencontres improvisées et d'une sensation constante d'être au bord de quelque chose de dangereux et d'exaltant. Romy avait cette faculté d'apparaître dans ma vie quand je m'y attendais le moins, comme si elle avait un 6e sens pour savoir exactement quand j'avais besoin de m'échapper de la monotonie de mon existence diplomatique. 3 jours après cette première nuit, j'étais à une réception d'une ennui mortel à l'ambassade, souriant poliment pendant qu'un attaché culturel italien m'expliquait dans les moindres détails sa théorie sur l'influence de la Renaissance sur la politique moderne. Mon téléphone vibra dans mon sac, un message de Romy. « Intervention artistique dans 30 minutes dans un bunker abandonné à Kreuzberg. Je te promets que c'est légal, plus ou moins. Tu viens ?» Je regardais autour de la salle remplie de costumes hors de prix et de conversations vides. Je regardais ma montre. Je calculais combien de temps il me faudrait pour inventer une excuse plausible et m'éclipser sans offenser personne d'important. « Donne-moi 40 minutes, » répondis-je, un sourire traître se formant sur mes lèvres. « Je savais que tu dirais oui, » écrivit-elle en retour, suivi de l'adresse et d'un émoji tête de mort qui, venant d'elle, me parut étrangement charmant.
J'inventais une histoire de documents urgents à vérifier et filais avant que quiconque puisse protester. Dans le taxi vers Kreuzberg, je troquais mes talons contre les baskets que j'avais commencé à garder dans mon sac depuis que j'avais rencontré Romy, comme si une partie de moi anticipait déjà ces escapades, se préparait à une version de ma vie que je n'avais jamais planifiée, mais qui semblait désormais inévitable. Le bunker était exactement ce qu'on imagine. Béton brut, graffiti sur les murs, et ce genre d'obscurité qui vous fait douter de vos choix de vie. Mais quand je trouvais Romy qui m'attendait à l'entrée, avec un sourire qui illuminait son visage et une veste en cuir qui la faisait ressembler à une héroïne de film, tous mes doutes s'évanouirent. « Tu es venue ?» dit-elle, et il y avait une note de surprise sincère dans sa voix, comme si elle avait vraiment cru que je ne viendrais pas. « Je t'avais dit que je viendrais. Les gens disent beaucoup de choses. » Elle s'approcha, ajusta l'écharpe autour de mon cou d'un geste intime qui fit bondir mon cœur. Peu le font vraiment. L'intervention artistique se révéla être une projection vidéo expérimentale combinée à une performance live. C'était étrange, provocateur, le genre de choses que je n'aurais jamais choisi seule. Mais avec Romy à mes côtés, qui me chuchotait les intentions de l'artiste et les références cachées, ça devint magique. Je me rendis compte que ce n'était pas vraiment l'art qui me fascinait, c'était la façon dont elle le voyait, la passion dans ses yeux quand elle parlait de l'importance de défier les perceptions. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle quand ce fut fini alors que nous marchions dans les rues de Kreuzberg sous les réverbères oranges. « Je pense que je n'ai pas compris la moitié de ce que j'ai vu, avouai-je sincèrement, mais j'ai aimé ce que ça m'a fait ressentir, comme si les règles habituelles ne s'appliquaient non plus. » Romy s'arrêta au milieu du trottoir, se tournant vers moi avec une expression que je ne parvins pas à déchiffrer. C'est exactement ce que le bon art est censé faire, te libérer. Et toi ? Osai-je demander, allant au-delà de la surface. Ton art fait ça aussi ? J'essaie. Elle haussa les épaules, mais je vis la vulnérabilité dans ses yeux. Je fais des interventions urbaines, des installations qui forcent les gens à affronter ce qu'ils préfèrent ignorer. L'inégalité, l'hypocrisie, les mensonges qu'on se raconte à soi-même. Elle marqua une pause. La plupart des gens détestent ça. Et ça te gêne ? Non, si tout le monde aimait, ça voudrait dire que je ne fais pas correctement mon travail. Son regard croisa le mien. L'art ne doit pas être confortable, Nora. Il doit mettre les gens mal à l'aise avec leur propre complaisance. Il y avait quelque chose d'électrisant dans sa façon de parler, avec une conviction si absolue qu'on ne pouvait qu'être emporté. Dans mon monde de nuances diplomatiques et de demi-vérités, son honnêteté brutale était comme de l'eau fraîche dans le désert. « Montre-moi, dis-je impulsivement. Ton art, je veux le voir. » Romy cligna des yeux, surprise. « Sérieusement ?» ?»« Sérieusement. » Quelque chose changea dans son expression, une douceur que je n'avais jamais vue. « D'accord, mais pas ce soir. Il faut la lumière du jour pour bien le comprendre. » Elle sortit son téléphone. « Demain ? Tu as du temps demain ?» Je passai mentalement en revue mon agenda, les réunions à déplacer, les rapports que je devrais finir tard dans la nuit pour compenser. « Je m'arrangerai bambisionnadement, répondis-je, et je m'arrangeai. Je commençais à faire de la place pour Romy comme je ne l'avais jamais fait pour personne. Je trouvais des excuses, je réorganisais mes priorités, j'arrivais en retard à des engagements que j'aurais autrefois considérés comme sacrés. Sophia le remarqua bien sûr. « Tu es différente ?» me dit-elle un jour pendant qu'on prenait un café à l'ambassade. « Plus détendue, moins… » Elle chercha le mot « moins comme si tu étais sur le point de te briser. » « Je ne vois pas de quoi tu parles, mentis-je, mais mon sourire me trahit. C'est à cause de cette fille, hein, celle du bar. » Sophia se pencha, l'air conspirateur. « Dis-moi que tu l'as revue, s'il te plaît. » Inutile de nier. « Peut-être. » Je le savais. Sophia tapa dans ses mains. « Nora avance, enfin en train de vivre un peu. Je suis fière de toi. » Si elle savait à quel point je vivais. Les après-midi dans l'atelier de Romy, un squat à Friedrichshain, à la regarder travailler avec une intensité qui me coupait le souffle. Les nuits perdues, en conversation qui passaient de la philosophie existentielle à des confidences idiotes sur nos pires moments de honte. La tension grandissante entre nous, ce courant électrique qui crépitait chaque fois que nos mains se frôlaient par accident. Car c'était ce qui m'effrayait et m'excitait le plus. La façon dont Romy me regardait parfois, comme si elle voulait me dévorer mais attendait un signe, une permission que je n'étais pas sûre de savoir donner. Un après-midi d'octobre, 3 semaines après notre rencontre, Romy tint sa promesse de me montrer son travail. Elle m'emmena dans un parc de Neukölln où elle avait installé sa dernière intervention. C'était simple mais dévastateur.
Des mannequins habillés comme des employés de bureau, figés dans des postures d'épuisement, portant des masques au sourire faux tandis que des larmes de peinture noire coulaient sur leur visage. Une pancarte disait simplement « Bonheur corporatif ». C'est brutal, murmurai-je, incapable de détourner les yeux. C'est honnête. Romy se tenait à côté de moi, les mains dans les poches. On passe notre vie à faire semblant d'aller bien alors qu'on crève de l'intérieur. Il faut bien que quelqu'un le dise. Je me tournai vers elle, la voyant vraiment pour la première fois après des semaines à nous voir presque tous les jours, les cernes sous ses yeux, la tension dans ses épaules, ses doigts perpétuellement tachés de peinture et de Dieu sait quoi. « Et toi, Romy, ça va ?» demandai-je. La question sembla la prendre au dépourvu. « Quoi ? Ton art parle d'affronter des vérités inconfortables. Mais quelle vérité évites-tu, toi ?» Pendant un instant, je crus qu'elle allait se fermer, remettre son masque de sarcasme comme bouclier. Mais elle soupira. La vérité que je ne serai probablement jamais prise au sérieux, que mon travail sera toujours vu comme une phase, quelque chose de juvénile dont je me remettrai un jour. Elle se mordit la lèvre. Qu'ils ont peut-être raison. Ils ont tort, dis-je avec une certitude qui me surprit moi-même. Ton travail est important. Il est vrai. Il fait ressentir quelque chose aux gens, même si c'est de l'inconfort. Surtout si c'est de l'inconfort. Romy me regarda alors avec une intensité qui stoppa ma respiration. « Comment tu fais ça ?»« Je fais quoi ?» Me faire croire que je vaux peut-être quelque chose, que je ne suis pas juste une artiste affamée qui n'arrivera jamais nulle part. Je fis un pas vers elle, réduisant l'espace entre nous jusqu'à sentir son souffle. Parce que c'est vrai, et parce que je vois en toi des choses que toi-même tu ne vois pas, je crois. Comme quoi, sa main trouva la mienne, nos doigts s'entrelacèrent comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ton courage, ton honnêteté, ta façon de refuser de te conformer même quand ce serait plus facile. Je marquai une pause, rassemblant mon courage. La façon dont tu me regardes parfois, comme si j'étais plus qu'une diplomate ennuyeuse avec un balai dans le cul. Romy rit un rire doux et sincère. Je n'ai jamais pensé que tu étais ennuyeuse. Réprimée, oui, terrifiée par ta propre ombre, carrément, mais jamais ennuyeuse. Tu n'aides pas vraiment mon ego, tu sais. Je ne suis pas là pour flatter ton ego, Nora. Son autre main remonta caresser ma joue, un geste si tendre que je crus que mon cœur allait exploser. Je suis là pour te montrer qu'il est ok de vouloir plus, qu'il est ok de ne pas être parfaite. Et si je ne sais pas comment faire, alors on apprendra ensemble. Elle se pencha, son front contre le mien. Parce que je dois t'avouer quelque chose. Quoi ? Cette nuit-là au bar, quand j'ai débarqué en prétendant être ta copine, ce n'était pas juste parce que je t'avais vue coincée dans un mauvais rencard. Sa voix tremblait légèrement. Je t'observais depuis des semaines. Je te voyais dans le Huban, toujours en train de lire avec ce froncement de sourcils concentré. Au marché bio le samedi, à choisir chaque légume comme si ta vie en dépendait. Et je me disais, cette femme est absolument fascinante et elle n'en a pas la moindre idée. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'elle l'entendait. Romy, alors quand je t'ai vue ce soir-là, l'air misérable pendant que cet idiot paradait, j'ai pris une décision impulsive. Je me suis dit que j'allais faire une scène, peut-être te faire rire, et que ce serait tout. Ses yeux cherchèrent les miens. Je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ce que tu restes, que tu veuilles me connaître, que tu me fasses sentir que moi aussi, peut-être, je vaux quelque chose. Je ne pus plus me retenir. Je comblai la distance entre nous et l'embrassai. Ce fut maladroit au début, désespéré, toutes mes insécurités et mes désirs refoulés se déversant en un seul instant. Mais ensuite Romy répondit, ses bras autour de ma taille, approfondissant le baiser jusqu'à ce que j'oublie où nous étions, jusqu'à ce que je n'existe plus que dans la sensation de ses lèvres contre les miennes et la façon dont son corps s'emboîtait parfaitement au mien. Quand nous nous séparâmes enfin, nous étions à bout de souffle. Romy me regardait avec un mélange d'émerveillement et de joie qui me donna envie de l'embrasser encore. « Waouh !» murmura-t-elle. « Ouais !» parvins-je à dire. « Waouh !»« Tu sais ce que ça veut dire, hein ?» demanda-t-elle, un sourire malicieux aux lèvres. « Que je suis probablement en pleine crise de quart de vie ? Que nous sommes officiellement ensemble. Mon mensonge du bar est devenu réalité. » Elle rit. « C'est presque poétique. » « C'est ridicule, corrigeai-je, mais je souriais. Et compliqué, mon travail, ton art, nos vies complètement différentes. Nora. Elle me fit taire d'un autre baiser, plus doux, plus sûr. Arrête de trop penser. Juste pour une fois dans ta vie, ressens. Alors je le fis.
Je me permis de ressentir l'excitation, la peur, l'anticipation de ce que cela allait devenir, et ce fut terrifiant et libérateur à la fois. Les jours suivants furent un mélange enivrant de secrets et de découvertes. Nous n'en parlâmes à personne, pas officiellement, mais il y avait des regards volés, des messages incessants, des excuses de plus en plus élaborées pour nous voir. Romy débarquait chez moi à minuit avec des plats d'ail à emporter et des histoires de sa journée qui me faisaient rire jusqu'aux larmes. Moi, j'apparaissais à son atelier avec du café et des pâtisseries, la regardant travailler pendant des heures, fascinée par la façon dont elle se perdait dans son art. Nous fîmes l'amour pour la première fois dans mon appartement, une nuit pluvieuse de novembre. Ce fut différent de tout ce que j'avais connu avant. Intense, vulnérable et absolument parfait. Ensuite, allongée sur mon lit, tandis que la pluie tambourinait contre les vitres, Romy traçait des motifs invisibles sur ma peau nue. Raconte-moi un haïku, murmura-t-elle contre mon épaule. Maintenant? Maintenant. Je réfléchis un instant, cherchant les mots justes. Main tachée d'art, elle réveille des secrets endormis. Une nouvelle vie respire. Je sentis son sourire contre ma peau. C'est magnifique, tu es magnifique. Personne ne m'avait jamais dit que j'étais belle avant toi. Alors tu as été entourée d'idiots. Elle releva la tête pour me regarder. Tu es absolument magnifique, Nora Vance, dedans comme dehors. Ça aurait dû être parfait. Nous étions ensemble, nous étions heureuses. Chaque jour semblait plus lumineux que le précédent. Mais même là, au milieu de tout ce bonheur, une partie de moi savait que c'était trop beau pour durer, que tôt ou tard, nos mondes finiraient par entrer en collision d'une manière que nous ne pourrions pas ignorer. Je n'imaginais pas à quel point cela arriverait vite. Ce fut Sophia qui lâcha la bombe. Un après-midi froid de novembre, pendant que nous passions des documents en revue à l'ambassade. Tu savais que le fils de l'ambassadeur allemand von Schönberg fait des histoires lança-t-elle d'un ton détaché. Apparemment, il répand des rumeurs sur une diplomate américaine folle qui l'aurait humiliée lors d'un rendez-vous. Son père n'est pas ravi. Je sentis le sang quitter mon visage. Quoi? Oui, Maximilian von Schönberg. Tu sais, le Gabon avec qui tu es sorti cette fois-là. Elle me regarda intriguée. Attends, c'était lui? Ton rendez-vous catastrophique? Je fus incapable de répondre. Maximilian von Schönberg, le fils de l'ambassadeur allemand. L'ambassadeur allemand avec qui je devais négocier un traité culturel dans 3 semaines. J'étais foutue. Complètement, absolument foutue. Et le pire, c'est que je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais l'annoncer à Romy. Je le lui racontais le soir même. Je ne pouvais pas garder ça pour moi, pas quand je savais que ça risquait de tout ruiner. Je la trouvais dans son atelier, en train de travailler sur une nouvelle pièce, et les mots jaillirent en un torrent chaotique avant que je puisse les retenir. Le type du bar, Maximilien, il s'avère que c'est le fils de l'ambassadeur allemand, l'ambassadeur avec qui je dois négocier un traité culturel important, et maintenant il répand des rumeurs sur moi parce qu'il pense que je suis une espèce de folle avec une petite amie jalouse qui a saboté son rendez-vous. Romy arrêta de peindre, le pinceau suspendu en l'air. « Attends, quoi ?» Je n'avais aucune idée de qui il était. Sophia n'avait jamais mentionné son nom complet. Elle avait juste dit « Max » et j'avais supposé… Je passais les mains dans mes cheveux, au bord de la crise de panique. C'est la catastrophe. Son père est déjà furieux et il faut absolument que cette négociation réussisse. C'est ma première vraie responsabilité. Et je l'ai sabotée avant même de commencer. À ma grande surprise, Romy ne semblait pas inquiète. Elle avait même l'air amusée. Donc, si je comprends bien, dit-elle lentement en posant son pinceau, l'abruti du bar est en réalité quelqu'un d'important, et maintenant tu dois travailler avec son père pendant qu'il fait son bébé parce que tu l'as éconduit. Ce n'est pas drôle, Romy. Si, un peu quand même. Elle s'approcha, prit mes mains dans les siennes. Nora, respire, on va arranger ça. Comment? Je ne peux pas débarquer et dire « Désolé, ambassadeur von Schönberg, navré que votre fils soit un prétentieux insupportable et que ma copine ait fait semblant de l'être dans un bar hors de prix. » Non, concéda Romy, mais tu peux faire mieux. Quoi? Rentrer dans son jeu? Ses yeux brillaient de cette lueur malicieuse que j'avais appris à reconnaître et à redouter à la fois. Si Maximilien raconte que tu as une copine folle, eh bien donnons-lui une copine charmante, sophistiquée, parfaitement présentable, qui t'accompagnera aux événements officiels et fera passer toute cette scène du bar pour un malentendu romantique plutôt qu'un rejet humiliant. Tu es folle? Je la regardais comme si une seconde tête lui avait poussé. Tu veux prétendre être ma petite amie lors d'événements diplomatiques? Pas prétendre, être. Elle me tira vers elle.
Techniquement, on est ensemble, non? Donc ce ne serait pas un mensonge, ce serait juste rendre notre relation publique de manière stratégique. Romy, tu détestes ce genre d'événement. Tu as dit que tu préférerais t'arracher les ongles plutôt que de porter une robe de soirée. Oui, eh bien, j'avais aussi dit que je ne tomberais jamais amoureuse d'une diplomate américaine coincée, et regarde-moi maintenant. Elle sourit et je sentis ma résistance commencer à fondre. Je peux le faire, Nora. Pour toi, je peux le faire. Je ne peux pas te demander ça. Tu ne demandes pas. Je propose. Elle redevint sérieuse. Écoute, je sais que nos mondes sont complètement différents. Je sais que ton travail est important pour toi et que le mien doit te sembler frivole en comparaison. Je n'ai jamais pensé que ton art était frivole, l'interrompis-je avec véhémence. Je sais, et c'est pour ça que je veux faire ça. Ses mains serrèrent les miennes. Laisse-moi t'aider, laisse-moi être ta vraie petite amie dans ton vrai monde, au moins pendant un temps. Qui sait, peut-être que ça me plaira même. Je savais que c'était une mauvaise idée. Mélanger vie professionnelle et vie privée de cette façon était risqué, potentiellement désastreux. Mais quand je regardais Romy avec cette détermination farouche dans les yeux et ce sourire qui faisait faire à mon cœur des choses idiotes, je fus incapable de dire non. D'accord, finis-je par dire, mais si à n'importe quel moment tu veux arrêter, tu n'as qu'à le dire. Pas de questions, pas de pression. Marché conclu. Elle m'embrassa doucement, tendrement, et pendant un instant j'oubliais toutes les complications à venir. Le premier test arriva plus vite que prévu. Une réception à l'ambassade allemande, 2 jours plus tard. L'occasion parfaite pour présenter officiellement Romy et, avec un peu de chance, limiter les dégâts causés par Maximilien. Nous passâmes l'après-midi précédant l'événement dans mon appartement, Romy essayant différentes tenues de mon dressing. C'était étrangement domestique et intime de la voir parader dans mes robes, en lançant des commentaires sarcastiques sur chacune. Celle-là me fait ressembler à une comptable ennuyeuse, dit-elle en se regardant dans le miroir, avec une robe noire très sage. Tu es une artiste radicale qui essaie les vêtements d'une diplomate. Tout va te donner l'air différent de ce que tu es. Point valable, elle ôta cette robe et en attrapa une autre, vert sombre, qui rendait ses yeux encore plus intenses. Et celle-ci? Je restai bouche bée. Parfaite, elle est parfaite. Elle se tourna vers moi avec un sourire espiègle. Parfaite genre convenable pour la réception ou parfaite genre? Tu as envie de me l'arracher tout de suite? Les deux, avouai-je en sentant la chaleur me monter au cou. Gardons cette pensée pour après la réception. Elle s'approcha, m'embrassa brièvement puis recula. Bon, qu'est-ce que je dois encore savoir sur le protocole diplomatique? Nous passâmes l'heure suivante à revoir les bases. Comment saluer les ambassadeurs? Quel sujet éviter? Comment lire une salle? Romy fut une élève étonnamment douée, absorbant tout avec une concentration que je n'attendais pas de quelqu'un d'aussi spontané. Prête? Demandai-je quand l'heure de partir arriva enfin. Pas du tout, répondit-elle avec cette honnêteté brutale que j'étais venue à aimer. Mais on y va quand même. L'ambassade allemande était toute en marbre et opulence, exactement le genre d'endroit qui faisait grincer des dents Romy. Mais à son honneur, elle garda une parfaite contenance, sa main ferme dans la mienne, tandis que nous entrions dans le grand salon. Les têtes se tournèrent. Évidemment, moi, la diplomate junior discrète qui n'avait jamais amené personne à ce genre d'événement, arrivant au bras d'une femme qui irradiait le charisme même quand elle essayait de passer pour conventionnelle. Sophia fut la première à nous aborder, les yeux brillants d'excitation. « Alors voilà la fameuse petite amie. Enfin !»« Romy Kessler », dit Romy en tendant la main avec un sourire charmant qui me fit me demander si je n'avais pas gravement sous-estimé ses talents sociaux. Enchantée de rencontrer la personne qui a eu la brillante idée du rendez-vous arrangé. « Mon Dieu, je suis tellement désolée pour ça », rit Sophia. « Si j'avais su qui était vraiment Maximilien, jamais je n'aurais… » « Ne t'inquiète pas, » la rassura Romy. Les plus belles histoires d'amour commencent par tomber par des catastrophes spectaculaires. Elle serra ma main et je fus submergée par une vague d'affection si forte qu'elle me donna presque le vertige. Elle était là, totalement hors de son élément, et elle charmait ma collègue sans le moindre effort apparent. « Il faut que je parle à l'ambassadeur von Schönberg, » murmurai-je à Sophia. « Il est là ?» Près de la fenêtre, l'homme à la moustache distinguée. Sophia me fit un clin d'œil. « Bonne chance !» Et Romy, ravie de vous avoir enfin rencontré. Tandis que nous nous approchions de l'ambassadeur, je sentis la tension monter chez Romy. « C'est le père de l'abruti ?» chuchota-t-elle. « Oui, comportement irréprochable, s'il te plaît. » Quand est-ce que je ne suis pas irréprochable? Mais son sourire malicieux me disait qu'elle s'amusait bien plus qu'elle ne voulait l'admettre.
L'ambassadeur von Schönberg était exactement tel qu'on l'imaginait. Distingué, formel, avec cette aura d'autorité héritée de générations de privilèges. Quand nous arrivâmes près de lui, ses yeux se posèrent sur moi avec une expression indéchiffrable. « Mademoiselle Vance, dit-il dans un français parfait teinté d'accent allemand, quelle surprise de vous voir ici. Ambassadeur, répondis-je de ma voix la plus professionnelle, permettez-moi de vous présenter ma compagne, Romy Kessler. Enchantée, dit Romy en tendant la main. À mon grand soulagement, l'ambassadeur la serra. Kessler, répéta-t-il, le front légèrement plissé. De la famille Kessler de Munich? Romy cligna des yeux. Non, de la famille Kessler d'un 2 pièces à Wedding. Mon père est mécanicien. Un silence gênant s'installa. Puis, à ma grande surprise, l'ambassadeur éclata de rire. Rafraîchissant. Très peu de gens ici osent avouer des origines modestes. Il me regarda avec un intérêt renouvelé. Mon fils m'a parlé d'une rencontre malheureuse avec vous, mademoiselle Vance. Apparemment, cela impliquait un certain drame. Je sentis mes joues s'enflammer. Oui, à ce sujet, c'était moi, intervint doucement Romy. J'étais le drame. Voyez-vous, ambassadeur, Nora et moi traversions une période compliquée dans notre relation. Elle avait suggéré que nous fassions une pause et j'ai mal réagi. Elle marqua une pause, son jeu d'actrice si convaincant que j'y crus presque moi-même. Je me suis incrustée à son rendez-vous avec votre fils et j'ai fait une scène. C'était entièrement ma faute et je regrette sincèrement le désagrément causé. L'ambassadeur nous observa longuement. Je vois, les relations peuvent être compliquées. Très compliquées, confirma Romy. Mais tout va mieux maintenant, bien mieux. Elle me regarda avec une telle tendresse que mon cœur manqua un battement. Cela me réjouit. L'ambassadeur hocha la tête. Et mademoiselle Vance? J'espère que ce malentendu n'affectera en rien nos prochaines négociations. Bien sûr que non, ambassadeur, répondis-je, submergée par le soulagement. Je suis totalement engagée pour obtenir un résultat positif. Excellent, nous en reparlerons la semaine prochaine. Il se tourna vers Romy. Ravi d'avoir fait votre connaissance, mademoiselle Kessler. Vous avez là une compagne très compétente. Quand il s'éloigna, je poussai un soupir que je retenais sans le savoir. Je n'arrive pas à croire que ça ait marché. Ah, je te l'avais dit, Romy sourit. Bon, où sont les canapés? Tout ce théâtre m'a ouvert l'appétit. Le reste de la soirée se passa étonnamment bien. Romy naviguait dans la salle avec une grâce que je n'attendais pas, alternant entre charme irrésistible et intérêt sincère pour les conversations. Je la regardais discuter art contemporain avec un attaché culturel français et vis le moment exact où il comprit qu'elle en savait bien plus que lui sur le sujet. Je la vis créer un lien avec une diplomate brésilienne sur les politiques migratoires, parlant avec une passion impossible à feindre. Mais le moment qui me marqua le plus fut lorsque nous tombâmes sur Maximilien. Il était près du bar. Quand il nous vit approcher, son visage se ferma. « Éléonora, dit-il froidement, et tu dois être la petite amie dramatique. »« Coupable, répondit Romy avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et toi, tu dois être l'homme qui a passé tout un dîner à parler de montres vintage sans poser une seule question à Nora sur elle-même. » Maximilien cligna des yeux. « Je n'ai pas… » « Si, tu l'as fait. » Romy fit un pas vers lui et je vis la tension dans ses épaules. « Écoute, je n'ai rien contre toi personnellement, mais Nora compte énormément pour moi, et quiconque la traite comme un accessoire plutôt qu'une personne doit gagner mon respect. Alors voilà le marché. Elle va travailler avec ton père sur ce traité culturel, et elle va faire un travail extraordinaire parce que c'est ce qu'elle fait. Et toi, tu vas te montrer professionnel, parce que malgré ton nom et ton argent, elle est 10 fois plus intelligente et capable que toi. » Un silence tendu s'installa. Puis, à ma plus grande stupeur, Maximilien éclata de rire. « Tu as raison, dit-il, l'air sincèrement penaud. J'ai été un idiot pendant ce rendez-vous, et je l'ai été depuis. » Il me regarda. « Je suis désolée, Éléonora, vraiment. »« Excuse acceptée, parvins-je à dire, encore sous le choc. »« Ta petite amie a raison sur un autre point aussi propos, » poursuivit Maximilien. « Tu es très intelligente, bien trop pour moi, clairement. » Il leva son verre en guise de toast. « Bonne chance pour les négociations, et bon appétit. » Quand il s'éloigna, je me tournai vers Romy incrédule. « Tu viens vraiment de faire s'excuser Maximilien von Schönberg ?» Apparemment, elle semblait aussi surprise que moi. Peut-être qu'il avait juste besoin qu'on lui dise la vérité. « Tu es incroyable, » lâchai-je sans me soucier de qui pouvait nous entendre. « Absolument incroyable. » Garde cette pensée,
murmura-t-elle à mon oreille, déclenchant des frissons le long de ma colonne. Pour quand nous serons rentrés? Cette nuit-là, enlacée dans mon lit, les mondanités de la réception oubliées depuis longtemps, Romy traçait des cercles paresseux sur mon dos, nu. Tu sais ce qui a été le pire ce soir? Demanda-t-elle doucement. Porter des talons? Elle rit. Bon, ça aussi. Mais non, sa bombe a été de réaliser à quel point il serait facile pour toi d'avoir honte de moi dans ce monde-là. Je me redressai, la regardant avec stupeur. Quoi, Romy? Jamais! Laisse-moi finir. Elle s'assit à son tour, s'enroulant dans le drap. Tu ne le ferais pas exprès, je le sais. Mais Nora, c'est ton monde. Ces gens, ces événements, ces règles. Et moi je suis... Elle chercha ses mots. Je suis de la peinture sous les ongles et des opinions tranchées sur le capitalisme corporatif. Je suis de l'art que la plupart d'entre eux qualifieraient de déchet. Je suis tout ce qu'on n'est pas censé être dans cet environnement. Et c'est exactement pour ça que je suis tombée amoureuse de toi, dis-je fermement en prenant son visage entre mes mains. Romy, ces gens-là, ces événements, c'est mon travail. Mais toi, tu es ma vie, ma vraie vie. Ne confonds jamais les deux. Tu le penses vraiment? De toutes les fibres de mon être. Je l'embrassai, y mettant toute ma certitude. Tu es la personne la plus courageuse, la plus authentique que je connaisse. Et si quelqu'un dans ce monde a un problème avec ça, qu'il aille se faire voir. Romy sourit contre mes lèvres. La diplomate Eleonora Vance vient de dire qu'il aille se faire voir? Je suis une très mauvaise influence. La meilleure, rectifiai-je. Mais tandis que nous nous blottissions de nouveau l'une contre l'autre, une partie de moi s'inquiétait. Parce que Romy avait raison. Nos mondes étaient fondamentalement différents. Et même si elle avait brillamment géré la réception, même si je l'aimais éperdument, une petite voix me demandait combien de temps nous pourrions maintenir cet équilibre avant que tout ne s'effondre. Je n'eus pas à attendre longtemps pour le découvrir. 3 jours plus tard, Romy reçut un appel qui allait tout changer. C'est la galerie Neukunst, me dit-elle, la voix tremblante d'excitation et de peur. Ils veulent me donner une exposition individuelle. Ma première vraie exposition solo, Nora. Dans une vraie galerie, pas dans un bunker abandonné ou dans la rue. C'est incroyable. Je la serrai dans mes bras, sa joie devenant la mienne. Je savais que ça finirait par arriver. Ton travail est trop bon pour rester ignoré. Il y a un problème, dit-elle, son expression changeant. Le principal sponsor de la galerie est le ministère de la Culture allemand, et la personne en charge de toutes les expositions sponsorisées est... Laisse-moi deviner, dis-je en sentant un nœud se former dans mon estomac. Quelqu'un avec qui je dois travailler? Herr Klaus Müller, l'attaché culturel. Romy me regarda inquiète. Le même avec qui tu coordonnes le traité. Culturel. Évidemment, parce que l'univers avait un sens de l'humour particulièrement cruel. C'est bien, tentai-je de nous convaincre toutes les deux. On peut faire marcher les deux. Ton exposition, mon traité, ce sont des choses séparées. Vraiment? Romy s'écarta, faisant les 100 pas dans son atelier. Nora, mon art est politique. Il confronte les systèmes de pouvoir, critique l'hypocrisie institutionnelle. Tu crois que ton attaché culturel va apprécier de sponsoriser des œuvres qui disent essentiellement que des gens comme lui font partie du problème? Elle avait raison, et nous le savions toutes les deux. Ce n'était pas une simple complication, c'était une collision inévitable entre nos deux mondes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Demandai-je, la panique commençant à monter. Romy se tourna vers moi. Dans ses yeux, peur et détermination se livraient de bataille à parts égales. Je ne sais pas, Nora, mais il va falloir trouver, parce que je ne compromettrai pas mon art, même pas pour toi, et je ne te demanderai jamais de compromettre ta carrière pour moi. Alors que nous reste-t-il? Trouver un moyen d'être qui nous sommes, ensemble. Elle prit mes mains. Ou accepter que peut-être ça n'était pas censé marcher. Les mots restèrent suspendus entre nous, lourds et terrifiants. Pour la première fois depuis que nous nous connaissions, aucune de nous n'était sûre de la réponse. Les 2 semaines qui suivirent furent les plus dures de ma vie. Les négociations du traité avançaient, mais chaque réunion avec Herr Müller ressemblait à marcher sur du verre brisé. C'était un homme méticuleux, aux manières impeccables et aux idées très arrêtées sur le type d'art qui méritait un soutien institutionnel. De l'art édifiant, comme il disait. De l'art qui célébrait la culture plutôt que de la critiquer. À chaque fois qu'il parlait, je pensais à Romy et aux pièces qu'elle préparait pour son exposition, des pièces qui faisaient exactement l'inverse de ce que Müller jugeait acceptable. L'art doit unir, pas diviser, déclara-t-il lors d'une réunion. Il doit inspirer la fierté culturelle, pas semer la discorde. Je hochai la tête, prenais des notes, gardais une expression neutre. Mais à l'intérieur, une colère grandissait.
Qui était-il pour décider quel art avait de la valeur? Quelles histoires méritaient d'être racontées? De son côté, Romy était plongée dans la préparation de son exposition. Je passais la voir à l'atelier quand je le pouvais, la regardant travailler avec une intensité qui frôlait l'obsession. Ses nouvelles pièces étaient plus audacieuses que jamais, plus directes dans leur critique. Une installation montrait des mannequins en costumes élégants dont la tête était remplacée par des caisses enregistreuses. Une autre était une projection vidéo qui juxtaposait des discours politiques sur les valeurs culturelles, avec des images de sans-abri dormant devant des galeries d'art hors de prix. C'était brillant, provocateur et exactement le genre de travail qui ferait retirer son sponsoring à Muller en une seconde. Romy, dis-je un soir en observant sa dernière pièce, une sculpture faite entièrement de documents administratifs brûlés. Tu as pensé à adoucir un peu certaines choses? Juste un peu. Elle se figea, le chalumeau encore à la main. Lentement, elle l'éteignit et se tourna vers moi. Tu viens vraiment de me demander de compromettre mon art? Non, je cherchais les mots justes. Je me disais juste que tu pourrais peut-être exprimer les mêmes idées, mais d'une façon qui n'antagonise pas directement le sponsor. Tu veux dire d'une façon qui ne mette pas en danger ton traité? Sa voix était froide, maîtrisée, et cela m'effraya plus que si elle avait crié. Ce n'est pas juste? Ah non? Elle posa le chalumeau et s'approcha. Nora, sois honnête. Tu t'inquiètes pour mon exposition ou pour l'impact qu'elle pourrait avoir sur ta carrière? Pour les deux, avouai-je. C'est mal? Romy, tu as travaillé toute ta vie pour ce moment, ta première exposition individuelle dans une vraie galerie. Et si Muller annule tout? Et si tu n'as plus jamais une opportunité pareille? Alors je ne l'aurai pas. Ses yeux brûlaient d'une détermination farouche. Mais je ne trahirai pas tout ce en quoi je crois juste pour impressionner un bureaucrate aux idées archaïques sur ce que l'art devrait être. Je ne te demande pas de trahir quoi que ce soit. Ah non? Elle croisa les bras. Parce que ça y ressemble beaucoup. On dirait que tu me demandes de me faire plus petite, plus acceptable, plus digeste. Et c'est exactement ce que j'ai juré de ne jamais faire. Je sentis les larmes me piquer les yeux. Je veux juste que tu réussisses. À quel prix? Sa voix s'adoucit légèrement. Nora, si je réussis en reniant mon intégrité, ce n'est pas une réussite, c'est juste une autre forme d'échec. Et nous alors? Les mots m'échappèrent. Si tout explose, si Muller retire son soutien, et que mon traité s'effondre parce que je suis associée à toi, qu'est-ce qu'on devient? Romy resta silencieuse un long moment. Quand elle parla enfin, sa voix n'était qu'un murmure. Je ne sais pas. Cette nuit-là, je dormis seule dans mon appartement, le vide à côté de moi comme une plaie ouverte. Romy avait dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, et je n'avais pas eu le courage de lui demander de rester. Les jours suivants furent une torture. On s'envoyait des messages, mais ils étaient brefs, superficiels. Hum. Comment s'est passée ta journée? Bien. On se voit ce soir? Je suis prise avec l'exposition. Chaque échange donnait l'impression qu'on dansait autour du vrai problème. Trop effrayée pour l'affronter de front. La situation empira quand Sophia me glissa, presque par hasard, qu'elle avait vu Romy à un événement d'art underground avec une autre femme. Ce n'était probablement rien, ajouta-t-elle vite en voyant ma tête. Elles discutaient, c'est tout, mais elles avaient l'air proches. La jalousie me rongea d'une façon que je n'avais jamais connue. Est-ce que Romy s'éloignait? Avait-elle décidé que c'était trop compliqué, que j'étais trop compliquée? Ce soir-là, je débarquai à son atelier sans prévenir. Je la trouvais en train de travailler comme toujours, mais il y avait une tristesse dans ses yeux qui me brisa le cœur. « Sophia t'a vue avec quelqu'un », lâchai-je sans préambule. « Un événement d'art ?» Romy laissa tomber son pinceau. « Sérieusement? Tu es jalouse maintenant ?»« Je ne suis pas jalouse, je suis perdue. Romy, tu me parles à peine, je ne sais plus où on en est. » « On est exactement là où on a toujours été, » répondit-elle avec lassitude. « Dans des mondes différents, à essayer de trouver un terrain d'entente qui n'existe peut-être pas. C'est ce que tu penses? Qu'on ne peut pas y arriver? Je ne sais pas, Nora. » Elle passa les mains dans ses cheveux, y laissant des traces de peinture. « La femme que tu as vue, c'est Eva, une commissaire d'exposition d'une galerie à Paris. Elle est intéressée par mon travail, elle veut me proposer une expo l'année prochaine. Sans condition, sans sponsor bureaucratique, juste de l'art pur. » C'est génial, dis-je, un mélange de soulagement et d'autre chose, quelque chose de sombre que je refusais de nommer. Oui, ça l'est. Elle me regarda droit dans les yeux. Elle est aussi intéressée par moi. Personnellement, le monde s'arrêta. Quoi? Elle me l'a fait comprendre. Et tu sais quoi?
Pendant un instant, j'y ai pensé. Sa franchise brutale était comme un couteau. Pas parce que je la désire, mais parce que ce serait plus simple. Elle comprend mon monde, mon art. Je n'aurais pas à me soucier de l'impact de mon travail sur sa carrière, ni de si je suis trop politique ou trop clivante. Alors qu'est-ce qui t'a retenu? Ma voix était à peine audible. Toi? Elle s'approcha, prit mes mains. Parce que je t'aime, Nora, même quand c'est dur, même quand tu me demandes de me faire plus petite et que ça me met en colère. Je t'aime d'une façon qui me terrifie. Moi aussi je t'aime, murmurai-je, les larmes coulant enfin. Et tu as raison, je n'aurais jamais dû te demander de changer ton art. C'était égoïste et c'était mal. Ce n'était pas égoïste. Tu avais peur. Elle essuya mes larmes avec ses pouces. On a peur? Toutes les deux. C'est un terrain inconnu pour nous deux. Qu'est-ce qu'on fait? On affronte ça ensemble. Sa détermination revint. Demain, j'ai rendez-vous avec Muller et le directeur de la galerie. Ils vont venir voir les pièces de l'exposition. Et je vais leur montrer exactement ce que je compte exposer, sans excuse, sans rien adoucir. Romy, et j'ai besoin que tu sois là, poursuivit-elle. Pas en tant que petite amie diplomate qui arrondit les angles, mais en tant que toi. La femme qui écrit des haïkus sur des vérités qu'elle a peur de dire à voix haute. La femme qui a choisi ce métier parce qu'elle croit au pouvoir des vrais échanges culturels, ceux qui bousculent et transforment, pas ceux qui protègent non le statu quo. Elle avait raison. Quelque part en chemin, j'avais oublié pourquoi j'avais choisi ce travail. Ce n'était pas pour assister à des réceptions chics ou négocier des traités qui sonnent bien sur le papier, mais ne changent rien de fondamental. C'était parce que je croyais au pouvoir du vrai échange culturel, celui qui défie et transforme. Je serai là, promis-je, et quoi qu'il arrive, on l'affrontera ensemble. La réunion fut exactement aussi désastreuse que prévu. Muller arriva avec le directeur de la galerie, un certain Herrschneider qui semblait perpétuellement nerveux. Romy les guida à travers son atelier, expliquant chaque pièce avec une passion et une clarté qui me coupèrent le souffle. Muller se raidit davantage à chaque installation. Quand ils arrivèrent à la pièce des documents bureaucratiques brûlés, son expression était de dégoût à peine contenu. « C'est inacceptable », déclara-t-il enfin. « Fräulein Kessler, le ministère de la Culture ne peut pas parrainer un travail qui est si ouvertement hostile envers les institutions qu'il représente. » Avec tout le respect dû, Herr Müller, intervins-je avant de pouvoir m'arrêter. Le travail de Fräulein Kessler n'est pas hostile. Il est honnête. Il pose des questions importantes sur qui a accès à la culture, qui décide quel art a de la valeur et comment les institutions peuvent perpétuer l'exclusion même en affirmant promouvoir l'inclusion. Müller se tourna vers moi, surpris. « Mademoiselle Vance, cela ne vous concerne pas. » « Je crois que si. » Mon cœur battait follement, mais ma voix était ferme. Dans le cadre de nos négociations sur le traité culturel, nous avons parlé de l'importance de promouvoir un échange culturel authentique. Mais un échange authentique nécessite une ouverture aux voix qui défient et perturbent, pas seulement à celles qui renforcent des récits confortables. Suggérez-vous que le ministère devrait parrainer un travail qui critique le gouvernement? Je suggère que l'art véritablement précieux met souvent mal à l'aise ceux qui sont au pouvoir. Et si nous ne parrainons que l'art qui nous fait nous sentir bien avec nous-mêmes, alors nous ne promouvons pas la culture, nous promouvons la propagande. Le silence qui suivit fut assourdissant. Herr Schneider avait l'air de vouloir disparaître. Romy me regardait avec un mélange de fierté et de terreur. Et Muller avait l'air genuinement furieux. « Je crois que cette réunion est terminée, » dit-il froidement. « Herr Schneider, je vous suggère de trouver un autre parrain pour cette exposition. Le ministère retire son soutien. »« Herr Müller, veuillez reconsidérer... » commença Schneider, mais Müller marchait déjà vers la porte. Il s'arrêta seulement pour me regarder une dernière fois. « Mademoiselle Vance, je parlerai à votre superviseur de votre comportement aujourd'hui. C'est hautement inapproprié. » Quand il partit, laissant un silence pesant dans son absence, la réalité de ce que je venais de faire me frappa comme un train. Je venais de détruire des mois de travail. Je venais de mettre ma carrière en danger. Et pour la première fois de ma vie, je ne le regrettais pas. « Nora !» La voix de Romy était douce, incrédule. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?»« La bonne chose !» répondis-je. Et je le pensais. Enfin, j'ai fait la bonne chose. Romy traversa l'espace entre nous en 2 pas et m'embrassa, farouche et désespérée, et plein de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Tu es incroyable !» murmura-t-elle contre mes lèvres. « Absolument incroyable et incroyablement stupide. Te rends-tu compte de ce que cela signifie pour ta carrière ? Je sais,
Et je le savais, mon superviseur m'appellerait. Il y aurait des conséquences. Peut-être même que je perdrais mon emploi, mais tandis que je tenais Romy, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la liberté. La liberté d'être qui j'étais vraiment, pas qui j'étais censée être. Herr Schneider toussa mal à l'aise. Eh bien, c'est inattendu. Fräulein Kessler, je suis vraiment désolée pour cela. Sans le parrainage du ministère, je crains que nous ne puissions pas continuer l'exposition. Les coûts sont simplement trop élevés pour que la galerie les absorbe seule. Je comprends, dit Romy, bien que je vis la douleur dans ses yeux. Mais alors je me rappelai quelque chose. Attendez, dis-je, qu'en est-il des parrains privés? Le ministère n'est pas la seule source de financement? Eh bien, techniquement non, mais trouver un parrain privé prêt à soutenir un travail si controversé. Schneider avait l'air dubitatif. Laissez-moi passer quelques appels, dis-je, mon esprit travaillant déjà. Je connais des gens qui apprécient l'art qui défie, pas qui confirme. Vraiment, tu ferais ça? Demanda Romy, ses yeux brillants de larmes non versées. J'ai déjà brûlé le pont, dis-je, avec un sourire tordu. Autant faire en sorte que ça en vaille la peine. Ce soir-là, tandis que j'étais assise dans mon appartement à passer des appels à chaque contact que j'avais, Romy apparut avec de la nourriture thaïlandaise et une bouteille de vin. « Tu n'avais pas à faire ça ?» dis-je, en fermant mon ordinateur portable après le 10e appel. « Je sais. » Elle s'assit à côté de moi, me passant un carton de pad thaï. « Mais tu l'as fait quand même? Pourquoi ?»« Parce que j'ai réalisé quelque chose aujourd'hui, » dis-je lentement, en traitant mes pensées tout en parlant. J'ai passé toute ma vie à essayer de rentrer dans des cases que d'autres personnes ont faites pour moi. La fille parfaite, l'étudiante parfaite, la diplomate parfaite. Et dans le processus, j'ai oublié qui j'étais vraiment. Et qui es-tu vraiment? Quelqu'un qui croit que l'art compte, que les voix marginalisées comptent, que défier le pouvoir compte. Je la regardais. Quelqu'un qui est amoureux d'une artiste radicale qui me donne envie d'être courageuse. Romy posa sa nourriture et m'embrassa lentement et doucement. Pour le registre, tu as toujours été courageuse. Tu avais juste besoin de te le rappeler. Et si je perds mon emploi? Alors tu en trouveras un autre? Sa confiance était inébranlable. Nora, tu es brillante, tu parles 7 langues, tu as des contacts dans le monde entier, tu rebondiras. Et nous? Nous, dit-elle fermement, nous irons bien, mieux que bien. Parce que nous sommes enfin du même côté. Elle avait raison. Pour la première fois depuis que nous nous étions rencontrés, on avait l'impression que nous étions vraiment ensemble, pas seulement en naviguant l'espace entre nos mondes différents, mais en créant un nouveau monde qui était complètement nôtre. Le lendemain, je reçus l'appel attendu. Mon superviseur voulait me voir. Immédiatement. « Ça ne va pas être beau, » dis-je à Romy en me préparant pour aller à l'ambassade. « Ça ne l'est jamais quand tu te ranges du bon côté de l'histoire, » répondit-elle. « Mais je serai là quand tu reviendras, quoi qu'il arrive. » Cette promesse me soutint tout le long du chemin vers l'ambassade, pendant que j'attendais devant le bureau de mon superviseur, pendant que j'entrais enfin pour affronter les conséquences de mes actions. Mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur. J'étais prête pour ce qui viendrait ensuite, parce que je savais que je ne l'affronterais pas seule. Le bureau de mon superviseur, l'ambassadeur Richard Hartwell, était tout ce qu'on pouvait attendre. Bois sombre, diplômes encadrés, un drapeau américain dans le coin. Il m'avait appelé ici de nombreuses fois auparavant, toujours pour des éloges ou des missions importantes. Cette fois, son expression me disait que ce serait très différent. « Mademoiselle Vance, commença-t-il sans préambule, avez-vous idée du dommage que vous avez causé ?»« Oui, monsieur, répondis-je en gardant ma voix ferme. Herr Müller a appelé personnellement. Il est furieux. Il dit que vous avez complètement sapé les négociations sur le traité en défendant un art qu'il considère anti-institutionnel et offensant. Il se pencha en avant. « Est-ce vrai ? J'ai défendu la liberté artistique et le véritable échange culturel, monsieur. Si cela a sapé les négociations, alors peut-être que les négociations étaient fondées sur des prémices erronées depuis le début. » Hartwell soupira lourdement. « Nora, vous êtes ici depuis 2 ans. 2 bonnes années. Vous aviez un avenir brillant. Pourquoi jeter tout ça pour une artiste que vous avez rencontrée dans un bar ? Parce qu'elle m'a aidée à me rappeler pourquoi j'ai choisi ce travail au départ, dis-je, en sentant une clarté que je n'avais jamais connue. Ce n'était pas pour être une traductrice élégante de documents ou pour sourire poliment lors de réceptions, c'était parce que je croyais en la construction de ponts réels entre les cultures, en la promotion du type d'art et de dialogue qui compte vraiment, même quand il met mal à l'aise. « Noble, dit-il sèchement, mais naïf.
Ce travail nécessite de la diplomatie, Nora, du compromis, pas de grands gestes idéalistes qui détruisent des mois de travail. Avec tout le respect dû, monsieur, je crois que nous utilisons compromis comme euphémisme pour complaisance, pour ne jamais défier le statu quo, peu importe à quel point il est injuste. Hartwell m'étudia pendant un long moment. Muller veut que vous soyez retiré du projet du traité. Franchement, je pense aussi que c'est pour le mieux. Je m'y attendais, mais l'entendre à voix haute faisait quand même mal. Je comprends, monsieur. Cependant, continua-t-il, et quelque chose dans son ton changea, j'ai revu votre travail des 2 dernières années. Votre analyse culturelle pour le programme d'échange étudiant était exceptionnelle. Votre coordination du festival de cinéma indépendant a ouvert des dialogues que je n'aurais jamais cru voir. Même votre poésie, oui, je sais pour vos haïkus, montre une compréhension profonde de la connexion humaine à travers les barrières linguistiques. Je clignai des yeux, surprise. Comment savez-vous pour mes haïkus? Un léger sourire. J'ai mes sources. Le point est, Nora, que vous avez un don pour le bon type de diplomatie culturelle, celui qui va au-delà des poignées de main et des toasts élégants, mais vous devez apprendre à travailler dans le système, pas contre lui. Et si le système est cassé? Alors vous le réparez de l'intérieur, lentement, avec patience. Il se recula dans son fauteuil. Je vais vous offrir quelque chose. Il y a une position qui s'ouvre dans notre nouveau programme de sensibilisation communautaire. Vous travailleriez directement avec des artistes locaux, des organisations de base, des gens qui n'obtiennent normalement jamais une plateforme dans les espaces diplomatiques officiels. Le salaire est le même, mais vous auriez beaucoup plus de liberté pour définir ce que le succès ressemble. Je n'en revenais pas. Vous ne me virez pas? Je devrais, admit-il. Mais gaspiller votre talent serait un plus grand desservice. De plus, ajouta-t-il avec un éclat dans les yeux, quelqu'un doit secouer les choses ici. Faites-le juste d'une manière qui ne fasse pas que d'autres ambassadeurs me crient au téléphone. Je sortis de ce bureau en me sentant comme si je flottais. Non seulement je gardais mon emploi, j'en avais un meilleur, un qui s'alignait vraiment avec mes valeurs. J'appelai Romy immédiatement. « Peux-tu venir à mon appartement? J'ai des nouvelles? » Bonnes ou mauvaises? Sa voix semblait tendue. Bonne, vraiment bonne. Quand je lui racontai tout, Romy me souleva du sol et me fit tourner, nous deux en riant comme des enfants. Tu l'as fait, tu l'as vraiment fait. Sa joie était contagieuse. Nora, je suis si fière de toi. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, dis-je, encore étourdie de soulagement et de bonheur. Tu m'as donné le courage d'être qui je suis vraiment. Non, mon amour, me corrigea-t-elle doucement. Je t'ai juste rappelé qui tu as toujours été. Mais nous avions encore un problème. L'exposition de Romy était toujours annulée, et malgré tous mes appels, trouver un parrain privé s'avérait plus difficile que prévu. Peut-être que ce n'est pas destiné à arriver, dit Romy une nuit en essayant de sonner philosophique, mais sans pouvoir cacher sa déception. Il y a d'autres galeries, d'autres opportunités. Non, dis-je avec détermination. C'est ton opportunité et je ne vais pas laisser des bureaucrates politiques te la prendre. Alors j'eus une idée folle, risquée, exactement le genre de chose que l'ancienne Nora n'aurait jamais considérée. Et si tu n'avais pas besoin d'un parrain traditionnel? Demandai-je. Qu'est-ce que tu veux dire? Le crowdfunding, les réseaux sociaux? Il y a toute une communauté de personnes qui soutiennent l'art indépendant, qui veulent voir exactement le type de travail que tu fais. Les mots sortaient plus vite, tandis que l'idée prenait forme. Nous pouvons faire une vidéo expliquant ta vision, montrant certaines de tes pièces. Un appel direct au public. Romy me regardait comme si elle voyait une personne complètement nouvelle. Qui es-tu et qu'as-tu fait de ma petite amie diplomate? Elle a évolué, dis-je avec un sourire. Alors, es-tu partante pour essayer? Nous passâmes les 3 jours suivants à créer la vidéo parfaite. Romy expliquant son art, sa vision, pourquoi cela comptait. Moi traduisant en plusieurs langues, atteignant des communautés internationales. Nous la lançâmes un mercredi après-midi, sans grandes attentes. Le vendredi, nous avions recueilli la moitié de ce dont nous avions besoin. Le lundi, nous avions dépassé notre objectif initial. Les gens ne donnaient pas seulement de l'argent, ils partageaient la vidéo, écrivaient des messages de soutien, se connectaient au travail de Romy de manière qu'aucun parrain institutionnel n'aurait pu prévoir. « C'est incroyable », murmura Romy en lisant les commentaires avec des larmes aux yeux. « Des gens du monde entier soutenant mon art. »« Ton art le mérite, » dis-je simplement. Il l'a toujours mérité. Herr Schneider de la galerie était stupéfait mais ravi. C'est sans précédent,
dit-il. Et franchement, c'est une meilleure histoire que n'importe quel parrainage du ministère n'aurait pu fournir. Artiste financé par le peuple, pour le peuple. Parfait. L'exposition fut programmée pour fin décembre, juste avant Noël. Les semaines précédentes furent un tourbillon de préparation, mais un tourbillon heureux. Romy travaillait sur ses installations finales, j'aidais avec la logistique et la promotion, et pour la première fois, on avait l'impression que nous construisions vraiment quelque chose ensemble. Mais il y avait un dernier obstacle que je devais surmonter, un que j'avais évité depuis que tout cela avait commencé. Je dois dire à ma famille pour nous, dis-je à Romy une nuit tandis que nous emballions certaines de ces pièces plus petites pour les transporter à la galerie. Ils ne savent pas? Ils savent que je vois quelqu'un. Ils ne savent pas tout le reste. Je fis une pause. Ma mère a des attentes très spécifiques sur ma vie. Une carrière stable, éventuellement me marier avec quelqu'un approprié, des enfants un jour, une artiste radicale européenne qui fait des installations politiques n'est pas exactement ce qu'elle avait en tête. « Veux-tu que je sois là quand tu leur diras ?» demanda Romy sans pression dans sa voix, juste du soutien. « Le ferais-tu ?»« Nora, j'irai n'importe où avec toi. » L'appel vidéo avec mes parents fut exactement aussi maladroit que prévu. Ma mère, impeccablement vêtue même chez elle en Virginie, écouta en silence tandis que j'expliquais tout. Mon père, plus calme, hochait occasionnellement la tête. « Alors, dit ma mère enfin, tu as laissé un projet important s'effondrer, tu as presque perdu ton emploi, et tout ça pour une femme que tu as rencontrée il y a seulement quelques mois. C'est une simplification excessive, mais essentiellement oui, admis-je. Éléonora, soupira ma mère, et entendre mon nom complet n'était jamais bon. Signe, j'attendais plus de toi, je pensais que nous avions élevé quelqu'un avec plus de jugement. Vous m'avez élevé avec des valeurs, corrigeai-je doucement, et ces valeurs m'ont dit que défendre ce qui est juste était plus important que protéger ma carrière. Et cette femme ? Ma mère regarda Romy qui était restée silencieuse jusqu'alors. Qu'a-t-elle à dire sur tout ça ? Romy s'éclaircit la gorge. Madame Vance, je sais que je ne suis pas ce que vous attendiez pour votre fille. Je ne viens pas d'une bonne famille. Je n'ai pas une carrière conventionnelle et mon art vous semblerait probablement étrange et peut-être offensant. Mais j'aime votre fille. Et je crois qu'elle mérite de vivre une vie authentique pour qui elle est vraiment, pas qui les autres attendent qu'elle soit. Il y eut un long silence, puis, étonnamment, ce fut mon père qui parla. « Nora, dit-il pensivement, te souviens-tu quand tu avais 8 ans et que tu as décidé d'apprendre le mandarin parce que tu pensais que c'était injuste que nous ne connaissions que des langues européennes ?» Je clignai des yeux devant le changement de sujet. « Oui, ta mère et moi pensions que c'était une phase, mais tu t'y es tenue pendant des années, jusqu'à ce que tu le maîtrises. Et puis l'arabe, et puis le russe. » Il sourit. « Tu as toujours été quelqu'un qui voit ce que le monde devrait être et qui travaille pour le rendre réel, même quand c'est difficile. Je suis content de voir que tu n'as pas perdu ça. » « Richard, commença ma mère, mais mon père l'interrompit doucement. « Linda, notre fille est heureuse. Elle fait un travail significatif. Elle est avec quelqu'un qui la soutient clairement et la défie à être meilleure. N'est-ce pas ce que nous avons toujours voulu pour elle ? » Je vis ma mère lutter avec ça, ses attentes entrant en collision avec la réalité devant elle. Finalement, elle soupira. « Je suppose que si tu vas défier des ambassadeurs et refaire ta carrière, autant que je m'habitue à avoir une belle-fille peu conventionnelle. » Elle regarda Romy directement. « Mais si tu fais du mal à ma fille, je trouverai des moyens très diplomatiques de rendre ta vie misérable. » Romy sourit. « Compris, Madame Vance. » Après que l'appel se soit terminé, je me laissai tomber sur le canapé, émotionnellement épuisée. C'était, commençai-je, terrifiant, maladroit, étonnamment bien, compléta Romy en s'asseyant à côté de moi. Tout aux choses. Je la regardai. Merci d'avoir été là. Toujours, dit-elle simplement en embrassant mon front. La nuit de l'ouverture de l'exposition arriva trop vite et pas assez vite. La galerie était pleine de gens, un mélange étrange de la scène artistique underground de Berlin, certains de mes collègues plus libéraux de l'ambassade, et des dizaines de personnes qui avaient contribué au crowdfunding et voulaient les voir le résultat. Romy avait l'air belle et terrifiée, ses cheveux fraîchement teints en bleu foncé, portant un costume qu'elle avait trouvé dans un marché aux puces et modifié avec des patchs de tissu qu'elle avait peints elle-même. « Prête ?» demandai-je en prenant sa main. « Non, admit-elle. Mais faisons-le quand même. »
Son discours d'ouverture fut parfait, vulnérable et passionné, expliquant chaque pièce, les questions qu'elle posait, les conversations qu'elle espérait provoquer. Je vis des gens hocher la tête, certains froncer les sourcils, certains clairement mal à l'aise, exactement la réaction que Romy avait cherchée. La pièce qui attira le plus l'attention fut une installation nouvelle que je n'avais pas vue avant. Elle s'appelait Diplomatie et c'était un commentaire sur notre relation, sur les ponts que nous construisons entre des mondes différents. Deux mannequins, l'un habillé formellement, l'autre en vêtements d'atelier tachés de peinture, leurs mains tendues, presque se touchant mais avec un petit espace entre elles. Et dans cet espace, suspendu en l'air, un cœur de cristal. « C'est nous », murmurai-je. « C'est nous », confirma Romy. « L'espace entre qui nous étions et qui nous devenons ensemble. » Je me mis à pleurer là même, au milieu de la galerie pleine de gens, sans me soucier de qui me voyait. L'exposition fut un succès retentissant. Pas du genre qui se termine par de grosses ventes à des collectionneurs riches, bien qu'il y en ait eu quelques-unes, mais du genre qui génère de la conversation, du débat, des articles dans les journaux et les blogs culturels. Le genre qui compte. Une semaine plus tard, tandis que nous célébrions dans son atelier avec de la pizza bon marché et du champagne cher que Sophia avait apporté, Romy me posa une question. « Regrettes-tu ? Tout ça, les risques que tu as pris, comment ta vie a changé ?» « Pas une seconde, répondis-je sans hésiter. Avant de te rencontrer, je vivais une vie parfaitement acceptable, mais complètement inauthentique. Maintenant, je me sens enfin moi-même. Même avec toutes les complications, surtout avec toutes les complications. Je l'embrassai, doux et profond. Les complications signifient que nous vivons vraiment, pas seulement que nous existons. Des mois plus tard, par une froide après-midi de mars, je reçus un appel de Herr Müller. À ma surprise, ce n'était pas pour se plaindre. « Mademoiselle Vance, dit-il d'un ton formel mais pas hostile, j'ai suivi votre nouveau travail avec le programme de sensibilisation communautaire. C'est impressionnant, différent de ce que j'attendais. Merci, Herr Müller. Aussi, continua-t-il, et je pouvais entendre la difficulté dans sa voix, j'ai assisté à l'exposition de votre compagne, Fräulein Kessler. C'était provocateur. C'était le but, dis-je prudemment. Oui, eh bien. Il fit une pause. Ça m'a fait réfléchir. Sur l'art, sur son but, sur mon propre rôle dans la décision de quelle voix mérite d'être entendue. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle exprime, mais... Une autre pause. Peut-être que c'est précisément le point. L'art ne devrait pas être confortable. Non, monsieur, il ne devrait pas. Je considère une nouvelle initiative au ministère, un programme pilote pour artistes émergents, incluant ceux avec des visions non traditionnelles. Je me demandais si vous et Fräulein Kessler seriez intéressés à servir comme consultante. Je faillis laisser tomber le téléphone. Sérieusement ? Les gens peuvent vieux changer, mademoiselle Vance, même de vieux bureaucrates comme moi. Sa voix s'adoucit. Vous me l'avez appris. Quand je le racontai à Romy, elle rit incrédule. Le même type qui nous haïssait veut maintenant notre aide ? Apparemment, être dérangé est la première étape vers la croissance. Alors nous devrions déranger plus de gens, plaisanta-t-elle, mais je vis l'éclat de possibilités dans ses yeux. Nous acceptâmes le projet, bien sûr que nous l'avons fait, et lentement, étape par étape, nous commençâmes à changer comment le soutien culturel à Berlin ressemblait. Ce n'était pas facile. Nous avions encore des désaccords, des jours difficiles où nos mondes différents s'affrontaient. Romy m'accusait encore parfois d'être trop diplomatique, et je souhaitais encore parfois qu'elle soit un peu moins confrontante. Mais nous avions appris à naviguer ces différences, à voir la force dans nos contrastes, plutôt que la menace. 1 an après nous être rencontrés, nous étions dans le même bar de Kreuzberg où nous avions eu notre première vraie conversation. Romy leva son gin tonic pour un toast. « Au sauvetage dramatique », dit-elle. « Aux imprévus », ajoutai-je. « À trouver quelqu'un qui te donne envie d'être courageuse », continua-t-elle. « À l'amour qui te change », conclus-je. Nous trinquâmes, et en cet instant, entouré par le bruit du bar et la chaleur de la main de Romy dans la mienne, je réalisai quelque chose. Ma vie ne s'était pas effondrée quand j'ai rencontré Romy. Elle s'était transformée. Elle était passée de vivre selon le script de quelqu'un d'autre à écrire le mien. Et oui, c'était plus compliqué, plus désordonné, plus effrayant. Mais c'était aussi plus réel, plus vibrant, plus authentiquement mien. « Je t'aime », dis-je, pas pour la première fois, et certainement pas pour la dernière. « Je t'aime aussi », répondit Romy, ses yeux brillants de ce mélange de tendresse et de malice que j'avais appris à adorer. « Maintenant et pour toujours, ma diplomate courageuse. Maintenant et pour toujours, mon artiste radical. »
Et tandis que nous nous embrassions dans ce bar sombre de Kreuzberg, je sus avec une certitude absolue que c'était exactement la vie que j'étais censée vivre. Imparfaite, imprévisible et absolument parfaite pour moi. Cette nuit-là, allongée dans mon appartement, Romy traçait paresseusement des motifs sur mon bras. Sais-tu ce qui est le plus fou dans tout ça murmura-t-elle. Quoi? Que si cet idiot de Maximilien n'avait pas été si insupportable, je n'aurais jamais fait irruption dans ce bar, et je ne t'aurais jamais rencontré. Je ris. Je suppose que nous lui devons une note de remerciement. Absolument pas, dit-elle fermement, mais en souriant. Mais peut-être que l'univers a un sens de l'humour tordu. Ou peut-être, dis-je, en me tournant pour la regarder directement, que certaines personnes sont destinées à se rencontrer, peu importe à quel point le chemin est improbable. Tu crois au destin maintenant? La diplomate logique. Je crois en nous, corrigeai-je. C'est suffisant. Et ça l'était. Plus que suffisant. C'était tout. Berlin restait une ville de contradictions, d'histoires compliquées et de futurs incertains. Mais maintenant c'était notre ville, où nous avions appris à être qui nous étions vraiment, ensemble, où nous avions construit un amour qui ne rentrait parfaitement dans aucune case, mais qui était parfaitement nôtre. Des années plus tard, quand les gens me demandaient le moment qui avait changé ma vie, je revenais toujours à cette nuit au Weinbach-Rutz, une femme faisant irruption avec une énergie chaotique et un mensonge audacieux, un sauvetage que je ne savais pas que j'avais besoin d'une vie que je ne savais pas que je gaspillais. Romy m'a sauvée cette nuit-là, mais la vérité est que nous nous sommes sauvés mutuellement. Elle m'a appris à être courageuse, et je lui ai appris que le compromis ne signifie pas toujours se rendre. Ensemble, nous avons appris que l'amour vrai ne consiste pas à trouver quelqu'un qui s'intègre parfaitement dans ta vie, mais à être prêt à reconstruire ta vie pour faire de la place à quelque chose de réel. Et ça, au final, fut l'histoire la plus belle que j'aurais pu écrire, une que je n'aurais jamais planifiée, jamais anticipée, mais que je ne changerai pour rien au monde. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez laisser un like et vous abonner à la chaîne. Nous adorerions aussi que vous laissiez dans les commentaires une note de 0 à 10 et que vous nous disiez quelle partie de l'histoire vous a le plus plu. Vos commentaires signifient beaucoup et nous aident à continuer à créer des histoires qui, nous l'espérons, vous excitent autant que nous exciter à les raconter. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les rues de Berlin, les cœurs de Nora et Romy, et de croire que l'amour le plus compliqué est souvent le plus transformateur.